Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan du reste des lectures du mois de décembre. Donc là, ça va être les lectures que j'ai fait hors du Cold Winter Challenge. Donc il va y avoir beaucoup de BD, des petits romans, voilà, des choses que j'ai pu lire entre quelques lectures. Mais concrètement, le Cold Winter, je l'ai fini le 19, je crois, décembre, juste avant Noël. Et en fait, là, les 2 dernières semaines de Noël jusqu'au Nouvel An, ça a été beaucoup de lectures complémentaires parce que je ne peux pas lire pendant 2 semaines. Je ne peux pas ne pas lire pendant 2 semaines. Donc du coup, c'est beaucoup de BD et beaucoup de petits romans. Donc si vous aimez pas trop les BD, ça va être un petit peu chiant pour vous. Mais voilà, il fallait quand même que je le dise. Mais il y aura aussi, je vais commencer par eux, 2 romans que j'ai lus au mois de novembre, mais que je ne pouvais pas parler au mois de novembre parce que on était à Montreuil. Mais ce sont 2 livres que j'ai finis fin novembre et qui étaient pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ils étaient pour le mois de novembre. Donc on va parler. Donc j'ai lu le Harry Potter, le tome 7, les reliques de la mort. Je l'ai lu un petit peu en diagonale, voire beaucoup, parce que déjà il est quand même assez énorme, mais c'est surtout que je crois, au vu de tous les autres romans et au vu des films, le tome 7 est celui qui est le mieux, mais alors vraiment mieux représenté au cinéma. Et donc du coup, ça m'a un petit peu essoufflé parce que vraiment, mis à part quelques passages, comme dans tous les autres Harry Potter, quelques passages qui ne sont pas dans les films et qui ne sont pas représentés, ça fait toujours des choses en plus à apprendre, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais à partir d'un certain moment, c'était vraiment comme si je regardais le film, et donc du coup le fait de ne rien apprendre de plus, de savoir ce qui va se passer, de savoir tout ça, ça m'a un peu freiné dans ma lecture, donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé un peu à lire en diagonale. Donc je vous parle de ça, c'était à partir de la page 500, donc j'ai quand même lu 500 pages bien comme il faut, mais voilà, à partir de la page 500, sur les 760, je commençais à lire en diagonale parce que c'était vraiment super bien représenté, donc c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, vous allez me dire, mais moi j'ai grandi avec les films, et après j'ai lu les livres. Donc j'ai une perception des choses différentes par rapport à Harry Potter. C'est sûr que quand on a commencé par les livres et qu'après on a vu les films, on a un autre point de vue. Mais moi j'ai grandi avec les films. Et ils m'ont beaucoup plus marqué, du coup, vraiment, parce que je les regarde extrêmement souvent. Donc voilà, je connais l'histoire un petit peu par cœur, mais c'est vrai que par rapport aux 6 autres tomes, les livres sont quand même meilleur au niveau des détails et au niveau de l'intrigue que les bouquins. Mais le tome 7, c'est aussi parce qu'il y a eu 2 films, donc forcément, il y a eu 2 films sur le 7, donc il peut être que mieux développé, et heureusement, parce qu'on fait pas de 2 films pour rien, mais heureusement, il est beaucoup mieux développé que les 6 autres. Et donc du coup, voilà, c'était peut-être un petit peu rébarbatif. Mais voilà, c'était vraiment, de toute façon, une très bonne lecture aussi, comme tous les autres Harry Potter. Au niveau des films, c'était pas mon préféré au début, mais au plus je grandis, au plus je deviens adulte, au plus je prends plaisir à regarder les reliques de la mort, et du coup à lire les reliques de la mort aussi. Mais l'ordre du Phénix ne reste pas, reste indétrôné, en tout cas. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je les relirai, peut-être dans 10 ans, quand Léon aura 10 ans aussi, sera un petit peu plus apte à lire les Harry Potter. Je pense que c'est très bien que je les relise avec mon fils plus tard. En tout cas, s'il veut les lire, s'il veut que je lui dise, je sais pas. Mais voilà, je pense que dans 10 ans, je les relirai, pas avant, parce que pour moi, ça ne sert à rien. Voilà, donc très contente, en tout cas, je suis contente de les avoir eus dans cette version. Ensuite, en novembre aussi, j'ai lu Le Destin du Roi Soleil. Donc, c'est le tome 3 des artefacts d'Uranos de Nishal Gituli. Il y a le tome 4 qui est censé sortir en 2025. J'ai super hâte d'avoir ce tome 4. Là, on est sur de la romantasy pure et dure, mais plus 18 quand même, parce qu'il y a quand même des scènes explicites. C'est pas du smut, il y a pas que ça, hein, mais il y a quand même, voilà, même dans le premier tome, les épreuves de la Reine Soleil, il y a des scènes. Donc, voilà, en dessous de 16 ans, non, pas trop.
Donc ce tome 3 était vraiment génial, il a correspondu à toutes les attentes que j'avais pour ce tome 3. Maintenant il reste le tome 4, la grande finale, la grande bataille, et j'ai vraiment super hâte de savoir comment ça va se passer, parce que dans ce tome 3 on nous donne plusieurs pistes, plusieurs éléments, et au final rien n'est fait, parce qu'il y a eu énormément de choses, etc. Mais voilà, j'ai vraiment super hâte d'avoir ce tome 4. Ça fait partie de mes meilleures découvertes de 2024, vraiment. Et puis dans ce tome-là, on a énormément de passages dans le passé. Et donc du coup, ça donne vraiment un rythme super effrénant et ça nous met dans une ambiance vraiment très rythmée, parce que on va découvrir énormément de choses dans le passé, et pas forcément, les personnages ne vont pas forcément les savoir eux aussi. Donc ça nous donne un certain point de vision dans le futur qui est vraiment super sympa. Et donc du coup ça peut nous donner des pistes, des idées sur ce qui peut se passer. On en apprend énormément plus sur la religion autour de Zera. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qui ont été exploitées dans ce tome 3 et c'était vraiment génial. Pareil là aussi, 470 pages, je les ai bouffées, et pourtant c'est quand même écrit assez petit, donc je vous cache pas que j'ai eu peur au début. Puis au final c'est vraiment passé comme une lettre à la poste, donc vraiment très belle découverte pour la série entière et pour tout. Donc voilà, on attend plus que le tome 4. Donc ça, voilà, c'était mes 2 dernières lectures de novembre. Là, je fais rapidement un petit topo sur ce que j'ai lu au mois de décembre hors Colbitter Challenge. Donc là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 28, donc il me reste 29, 30, 31. Mais pour ce que je vais lire, je pense que je vais lire juste un livre d'ici là. Donc ça rentrera dans je le présenterai au mois de janvier. Donc, il y a eu 17 livres pour le Colbitter Challenge et on va dire 35 livres à part du challenge. Ça fait un total de 50... ça me fait 54 livres en tout, voilà, au mois de décembre. Mais parmi ces 54 livres, donc il y a les 17 du Colbitter Challenge, il y a 13 Mortel Adèle et 2 Ajax. Il y a 15 BD et 6 petits romans. Voilà. Donc j'ai lu quand même pas mal de BD, mais j'ai fait descendre ma palle, et du coup ça fait que, même avec tout ce que j'ai acheté, même avec tout ce que j'ai reçu à Noël, j'ai une palle qui est à 106. Donc vraiment, c'est vraiment génial ce rythme-là, je suis très contante, parce que au final, c'est la meilleure période pour moi, en fait, pour descendre ma palle, parce que c'est là où il y a de moins en moins de nouveautés en bibliothèque, et donc du coup, je lis que ma palle. Et donc là, vraiment, ce mois-ci, sur les 57, mis à part les 13 Mortel Adèle plus les 2 Ajax, donc les 15 livres, tous les autres livres étaient de ma palle, sauf une BD, Amelia Woods. Mais voilà, les 14 livres, non, fait 15, 16 livres sur 53, étaient des emprunts, et donc tout le reste était de ma palle. Donc vraiment j'ai dézingué ma palle, je suis très contente, ce qui a fait que là j'attends 38 livres, voilà, qui sont déjà comptabilisés dans ma palle. Donc je vais recevoir 38 livres là janvier, février, mars, qui sont des précommandes de sortie que j'ai pu acheter grâce à des cartes cadeaux de mon mari, de ma belle-mère, des amis, ils me connaissent bien. Et voilà, grâce à tout ça, grâce au challenge, je vais recevoir 38 livres, et pourtant ma palle est à 106. Donc c'est vraiment génial. Avec tous les challenges qui vont arriver, ma palle va vraiment encore plus descendre, parce qu'au final, en janvier, je suis censée en recevoir 10, je crois. Mais il y en a 10 qui sont prévus pour le Colbitter Challenge, plus tout ce que je vais lire à côté. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui va se passer. Pareil, en février, je vais en recevoir 10. Mais j'ai une palle de 29 derrière moi pour le petit mois petit lecture. Enfin voilà, c'est vraiment un rythme qui me convient parfaitement, donc je peux m'acheter des livres neufs, parce que je sais le budget que je peux mettre par mois maintenant, avec mon train de vie qui s'est calmé. Donc je sais combien je peux mettre par mois, je sais combien je lis par mois, je sais les challenges qu'il va y avoir et tout. Donc vraiment là, au niveau de ma palle, je suis vraiment au top, je peux pas être mieux. Parce qu'au final, si on enlève les 38 livres que je vais recevoir, ma palle n'est pas si énorme que ça, parce que, allez, ça doit faire 106 moins 30, ça fait 76, moins 8. Je suis à moins de 70 livres. En vrai de vrai, ma palle actuelle est à moins de 70 livres. Donc c'est génial. Avec les autres qui vont venir, mais vu que c'est pas des livres qui vont venir d'un coup, il y a un livre qui va venir le 12 janvier, un livre le 30 janvier, et entre-temps j'aurai lu. Donc voilà, c'est vraiment une palle qui bouge et qui est vraiment vivante, et du coup ça fait que j'ai vraiment un rythme de lecture parfait et pas trop de scrupules à m'acheter 11 livres par mois.
Donc du coup, je vais commencer par le plus simple, Les Mortels Adèle et Ajax. Donc pourquoi j'ai voulu lire Les Mortels Adèle? C'est parce que je fais des clubs lecture, et dans mes clubs lecture, les enfants me parlent énormément de Mortels Adèle, je vois énormément Les Mortels Adèle sortir. Enfin voilà, vous voyez la spirale que c'est Mortels Adèle. Et du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être que je lise. Il faudrait que je les lise pour voir ce que ça donne, pour voir ce que ça vaut, pour comprendre les petits, pour pouvoir en parler avec eux vraiment dans les détails pendant les clubs, etc. Et puis pourquoi pas après, c'était des projets pro, de faire venir l'auteur ou des trucs comme ça. Et donc, ma foi, j'ai trouvé ça très sympa. J'en ai lu quand même 13 sur les 21 publiés. Donc il m'en reste 8 à lire. J'ai lu 2 Ajax et les hors-séries, là, les reliques du Chat-Lune, tout ça. Donc c'est vraiment très sympa. Ça passe le temps, un quart d'heure, ça se lit. Mais c'est vrai que les premiers tomes que j'ai lus, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est quand même assez gore et salace. C'est quand même énormément violent. Je me dis, mais comment les enfants de 8 ans peuvent lire ça et trouver ça drôle? Décapitation, guillotine, son chat, elle le met dans le sèche-linge, elle veut le couler, elle veut le noyer, elle l'enterre vivant. Enfin, ouais, c'est quand même assez violent. Donc je pense qu'ils voient vraiment le premier humour, le premier degré d'humour, voilà, comme c'est dit. Mais en réalité, hein, quand tu es adulte et que tu comprends un peu plus les choses, tu te dis putain, mais c'est vraiment violent. Et puis il y a pas mal de sous-entendus par rapport à la parentalité, par rapport au couple, par rapport à la relation parent-enfant. Il y a pas mal de choses par rapport à la relation française, par rapport à la guerre, tout ça. Il y a énormément de sous-entendus que je pense les enfants de 8 ans ne comprennent pas, parce que tu ne vois pas la Révolution française à 8 ans à l'école. Mais ouais, c'est quand même assez violent, et donc du coup j'ai été assez surprise que ça soit lu par autant de jeunes enfants. Mais ma foi, si on se détache un peu du côté très terre-à-terre et qu'on reste vraiment en surface, je comprends que c'est très très drôle. Je comprends que c'est très très drôle et que le gamin ne va pas forcément voir que c'est pas si drôle que ça d'enterrer son chat vivant. Voilà, ils vont trouver ça drôle. Mais voilà, après je pense que à partir de 8 ans, il faut quand même avoir une certaine... faut quand même que les parents soient là et qu'ils disent bien, bah non, chérie, il faut pas enterrer le chat, il faut pas mettre le chat dans la machine à laver, faut pas faire des opérations au cœur ouvert à ton copain, voilà. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une certaine médiation derrière, parce que même au niveau du comportement qu'elle a envers ses parents et envers ses amis, c'est pas du tout un exemple pour les enfants. En tout cas, Mortelle Adèle, c'est pas du tout une héroïne sur laquelle il faut se calquer ou autre, parce que vraiment, c'est pas du tout normal. Elle prône le fait que être différent et être bizarre, c'est aussi très bien. Je suis d'accord, parce que elle a ce côté qui va défendre tous les élèves qui sont persécutés par les plus populaires, tout ça. Mais elle est quand même un peu trop dans l'exagération parfois. Et puis elle est quand même assez... il y a quand même beaucoup de clichés sur justement les jeunes filles qui vont embêter Adèle et tous les autres bizarres de l'école. C'est quand même le gros cliché des pains-bêches jolis qui pensent qu'aux paillettes et qu'ils n'ont rien dans la tête. Donc c'est pas non plus une très bonne image. Donc je suis assez sceptique sur Mortelle Adèle, parce que c'est vrai que si tu te creuses le cerveau par rapport à l'histoire, il y a beaucoup de négatifs. Mais si tu restes en surface et que tu t'attaches juste au sketch pur et dur, 31e degré, comme tous les sketchs d'humour, alors c'est drôle, et je comprends. Mais voilà, je suis contente en tout cas d'avoir découvert cette série, parce que, voilà, je m'intègre un peu plus dans ce qui fait la popularité de la littérature jeunesse, parce que Mortelle Adèle, il faut le dire, c'est vraiment une lecture populaire qui est lue par tous les enfants quasi du monde. Voilà, donc voilà, une découverte, je suis contente. Ajax, ça m'a plu les premiers tomes, mais c'est pas non plus aussi fou que Mortelle Adèle. Ajax, du coup, c'est le chat de Mortelle Adèle, et du coup, ils ont fait une hors-série sur ce chat, sur ce qu'il va faire, etc. C'était sympa, mais c'est vrai que par rapport à Mortelle Adèle, c'est un niveau en dessous. Donc voilà, on a fait la plus grosse partie. Maintenant, on va parler des BD. Il y a quasiment que des BD et des 6 petits romans. Donc, on va commencer par Je suis un dragon, une BD de Adrien Thomas. Adrien Thomas, je l'aime beaucoup pour Ultimage. Donc, Je suis un dragon, ça va être une histoire qui est vraiment très sympathique. C'est un tome 1. Normalement, il devrait y avoir une suite, mais il n'y a rien qui a été annoncé alors qu'elle est sortie en 2023. C'est dommage.
Donc là, ça va être une histoire de fantasy. Jules, qui est un adolescent un petit peu hors de la popularité du lycée ou du collège, je sais plus. Et en fait, il va apprendre que c'est un dragon qui doit trouver sa princesse pour combattre les chevaliers qui veulent voler les pouvoirs de sa princesse. C'était très sympa, ça va un petit peu, voilà, contre le conte du chevalier qui retient du dragon qui retient prisonnière la princesse. Là, c'est les chevaliers les méchants. C'était très sympa, ça se lit très facilement. Les planches sont très agréables aussi. Et puis, il y a un petit happening à la fin qui est vraiment super sympa parce que du coup, une princesse n'est pas forcément une fille. Donc, j'ai beaucoup aimé cette BD-là, c'était très sympa. Un petit peu rapide, disons qu'il se fait un petit peu trop vite à l'idée qu'il est un dragon, mais bon. C'est quand même une très très bonne BD. Et s'il y a un tome 2, c'est avec grand plaisir que je la lirai. Ensuite, deux BD, normalement il y a le tome 3 aussi, mais le tome 3 je l'ai pas lu. C'est des BD du coup que j'ai acheté au salon de Montreuil. À la base c'était pour mon mari, puis après je me suis dit pourquoi pas les lire moi aussi. Donc c'est La drôle de guerre de Papy et Lucien. Donc c'est Papy qui a fait la guerre 14-18, on est en plein 1940, et il va décider avec son petit-fils qui est assez engagé dans la lutte contre les nazis. Et donc du coup, le papy et le petit-fils vont partir à la guerre. Donc dans ce premier tome, ils vont essayer de rejoindre Charles de Gaulle, et dans ce deuxième tome, ils vont aller en Atlantique, ils vont se retrouver embrigadés dans un sous-marin nazi. Enfin voilà, c'est vraiment de l'aventure, mais l'humour n'est pas le mien. Voilà. J'ai compris parfois les gags, mais l'humour n'est pas le mien, peut-être celui un peu plus de mon mari. Mais c'était quand même très sympa. Il y avait des running gags très sympas, surtout là avec la voiture. Je vais pas vous spoiler. Hein. Il y avait des running gags qui étaient pas mal, des petites vannes qui étaient pas mal, mais c'était pas non plus poilant pour moi. Voilà, j'attends que mon mari les lise et peut-être qu'il vous donnera son avis. Mais voilà, c'était quand même plutôt pas mal si vous aimez les BD un petit peu historiques et humoristiques, parce que malgré le côté humoristique, on vous donne quand même de réelles infos sur la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, plus récemment, hier j'ai lu Le Royaume des Brunes, donc chez Jungle. Ça fait partie d'un craquage que j'ai eu. Jeudi, on était à la librairie juste pour utiliser ma carte cadeau, puis au final je suis partie avec plusieurs livres. Donc c'est 2 BD. Et donc du coup, celui-là, je l'ai bien aimé. Ça faisait plusieurs fois en fait que je passais devant cette BD, et puis la deuxième que je vais vous présenter, parce que c'est les formats BD Jungle que j'adore énormément. C'est le même format que Daisy, Grimoire et Sorcière, Ophélia et les Abysses. C'est vraiment un format de BD que j'adore, c'est Jungle. C'est vraiment des pépites éditoriales vraiment très très jolies pour juste 15 € quoi. Et vraiment, c'est vraiment génial. Donc là, Le Royaume des Brunes, ça m'a fait beaucoup penser à l'histoire de Rebelle. Vraiment, ça ressemblait énormément à Rebelle. Je pense qu'il y a peut-être une petite inspiration. Mais là, du coup, on est dans un royaume de fantasy qui est recouvert par une brume qui elle-même est engendrée par une bataille qui va vous être expliquée entre plusieurs dieux. Et du coup, Gerd va, suite à la mort de sa mère, essayer de résoudre la guerre qu'il y a entre les animaux et son peuple. Parce que les deux se font la guerre vraiment très violemment. Sa mère avait déjà embrayé une façon de ne plus faire la guerre aux bêtes, et du coup, Gerd va aller sur ses traces. Au début, pas tellement, parce qu'elle va être plus poussée par la vengeance, et puis après, elle va se diriger plus vers le côté pacifique. Parce qu'elle va rencontrer le personnage que vous voyez là, qui va être un petit peu vraiment le côté très sagesse et humoristique aussi de cette BD. C'est vraiment très très sympa, on a des graphismes vraiment très très bien. C'est très plaisant, vraiment c'était très apaisant de lire cette BD, alors qu'il se passe énormément de choses, c'est très actif, hein. Mais j'ai trouvé cette BD vraiment très apaisante de par ses graphismes, de par son histoire, de par ce petit côté initiatique, voilà, qui est vraiment super bien. Et puis voilà, toutes les créatures qu'on a, dont celui-là, voilà, qui est une créature mystique. Voilà, c'était vraiment très sympa, ça nous sort un petit peu de nos sentiers battus, avec ces peuples
qui sont très différents. Voilà, c'était vraiment très très bien. Voilà, ça ressemblait vraiment ce côté rebelle, un petit peu côté Donjons et Dragons aussi. Voilà, c'était vraiment une BD très sympa. Je pense que mon mari l'aimera beaucoup. Dans le même craquage, j'ai acheté Ambre et l'île des créatures perdues. Pareil, c'est dans la même collection. Donc celui-là, je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup l'aspect physique, parce qu'il y avait une tortue dans l'histoire, mais aussi parce que les planches étaient vraiment sublimes. Vraiment, vous avez des pleines pages comme ça. Il y en a une vraiment qui m'avait fait chaud au cœur, c'est quand il part avec la tortue. Voilà. Niveau graphisme, on y est énormément. Par contre, j'ai un petit peu moins accroché à cette BD parce que pas beaucoup d'action. C'était plutôt une quête initiatique, mais vraiment pure et dure. Pure et dure. Des personnages qui sont de passage, mais qui n'ont pas forcément de rôle, sauf une. Un prof, tu sais... Enfin, en fait, tu ne sais rien du prof qu'il va y avoir. Tu ne sais rien de l'île. Tu ne sais rien de la vie de Ambre, tu sais pas d'où il vient, pourquoi il est comme ça et tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre. On se focalise juste sur la quête de Ambre. Il y a un petit côté psychologique, un petit côté très très mignon à la fin qu'il va falloir voir en lisant. Mais c'était pas très actif, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, là on a beaucoup d'action, beaucoup d'histoires, de quêtes, de machin. Là on est un peu plus sur la découverte de soi, c'est un peu plus mou, c'est voilà, deux salles, deux ambiances. Mais j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus faramineux, voilà, c'était pas non plus une superbe lecture, quoi. Ensuite, dans la catégorie des petites lectures, pour mon mari, à Montreuil, on avait acheté les Flopsy. Donc Flopsy, c'est en 4 tomes. Donc là, j'ai lu le tome 1, 3, parce que le 2, c'est... Non. Ça, c'est 1 et 4. Donc c'est le 3 que j'avais déjà lu il y a un petit moment, c'était Flopsy Président. Donc là, c'est Flopsy, on découvre l'univers des Flopsy, et là, c'est le dernier qui est sorti, Flopsy est amoureux. C'est des histoires que vous pouvez lire dans n'importe quel ordre que vous voulez. Il n'y a pas forcément de suite. Voilà. Là, donc on a le 1, le 2, Massacre au potager, 3, Président, et 4, est amoureux. Donc ce sont vraiment des toutes petites lectures, on est sur du 128 pages, ça fait vraiment passer, c'est très très drôle, même si parfois Flopsy, il est vraiment super agaçant, parce qu'il est vraiment un méchant, imbu de lui-même, égoïste. Tout ce que vous n'aimez pas chez quelqu'un, Flopsy là. Voilà. Donc, c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais il y a quand même des sketchs qui sont assez drôles. Et puis, dans chacun des livres, on a le point de vue de tous les animaux avec qui ils cohabitent. Donc, on va avoir le point de vue d'Hector. Hector, il a son propre livre aussi. On a le point de vue de Tom, qui a aussi son propre livre, que je vais vous montrer et que j'ai lu aussi, qui est le chien. Donc on a Hector, Tom, Flopsy, et on a aussi un poisson rouge, mais il fait pas forcément, il fait 1 ou 2 apparitions, mais il n'est pas plus important et impliqué que ça. Mais voilà, c'est vraiment des petits livres, voilà, que je lisais comme ça, un livre dans la soirée avant de regarder un film. C'est vraiment très très drôle, c'est un petit peu comme Tête de Fesse. Le tête de fesse machiavélique, et ben là on a le lapin machiavélique. Mais voilà, c'était d'autant plus drôle que nous on a un lapin, donc tu peux pas t'empêcher après avoir lu de t'imaginer que ton lapin en fait il fasse pareil et que bon voilà. D'autant plus qu'on a aussi un hamster. Donc vraiment ça pourrait être une autre histoire si on savait ce que disait, s'y parlait Cham et Bob. Bob c'est l'hamster. On n'a pas encore le chien, mais bon. Voilà, c'était vraiment des petites séries de premiers romans que vous pouvez faire lire à vos enfants, c'est vraiment très très drôle. Je pense qu'à partir de, là ils disent à partir de 8-12, mais à partir de 9 ans c'est bien parce que Flopsy il a quand même des idées assez violentes, hein, comme Mortel Adèle, on va parler de sang, de boyaux, enfin bon, voilà. Mais c'est quand même très très drôle. Tom est un petit peu le personnage pacifiste de cette bande d'animaux qui cohabitent, et j'ai beaucoup aimé Tom. Comparé à Flopsy, j'ai beaucoup aimé Tom. Hector, je l'ai lu aussi, c'était vraiment très très drôle. Lui, il vit que par les graines, quoi. Donc c'est vraiment très très drôle comme personnage. Mais voilà, c'est vraiment une petite série de romans qui pourrait que vous plaire. Mon mari, il a beaucoup aimé aussi, parce que c'est forcément drôle hein, de voir Flopsy et ses idées vraiment extrémistes sur son territoire. Il pense que c'est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus costaud des lapins. Enfin bon,
c'est quand même très très drôle, c'est très gros, donc voilà, il faut le prendre au 31e degré. Ensuite, c'était mon deuxième roman de l'Avent, le mystère du manoir hanté. Heureusement que je l'ai pris lui, parce que vu que j'ai abandonné l'immeuble enchanté, j'avais pas de roman de l'Avent sinon. Celui-là était beaucoup mieux quand même. C'était pas un coup de cœur, mais il était quand même bien. Là, ça va parler donc d'une maman et de sa fille. Le papa est décédé et donc du coup ils vont partir un mois pour Noël dans une maison vraiment paumée et en fait c'est une dépendance de ce manoir et il va y avoir toute une histoire de famille, il va y avoir des retours dans le passé, des découvertes de lettres, ça va être vraiment très mystérieux, vraiment très très mystérieux, pas assez frissonnant, vraiment, on nous promettait du frissonnant, une histoire de fantôme, voilà. C'était pas vraiment ça, c'était vraiment très dans l'émotion, très dans le... Si vous aimez résoudre des énigmes, si vous aimez chercher la petite bête qui vous conduira à la résolution de l'énigme, c'est vraiment très très bien, mais c'est pas frissonnant. C'est juste ça ce que j'ai à dire. Mais sinon l'histoire était vraiment très très belle, il y a toute une histoire autour de la famille du coup. On va découvrir le passé du manoir, le passé de la famille qui a fondé le manoir, il va y avoir des problèmes de famille, des histoires de cœur qui se sont mal passées. Vraiment très très bien, et tout ça à travers les yeux de Flora, donc une enfant quand même, elle a 12 ans, et qui va essayer de découvrir ce qui se passe avec ce manoir, pourquoi elle trouve des santons de la crèche un petit peu disséminés de partout sur le terrain. Enfin voilà, c'était vraiment très sympa, celui-là j'ai beaucoup aimé le lire comparé à l'autre, donc je vous le conseille aussi fortement. Ensuite, j'ai lu le dernier tome du cycle 2 des Dragon Girls. Donc là, c'est le dragon de Jade. J'ai le cycle 3, tome 1, qui est précommandé, donc je vais le recevoir en janvier. C'est très sympa aussi, hein, c'est toujours la même histoire, c'est des dragons, c'est des jeunes filles qui peuvent se transformer en dragons lorsqu'elles mettent le pied dans un monde parallèle magique. Et dans chaque tome, elles vont devoir déjouer un plan de la sorcière de l'ombre, qui est la sœur de la reine de la forêt, qui est donc... la vilaine reine, la méchante sœur et la gentille sœur. Et donc voilà, chaque tome, on va être dans la peau d'une jeune fille. Parce que pour l'instant, ça a été que des filles. Peut-être que dans le cycle 3, il y aura des garçons. Mais là, pour l'instant, non, je suis con, ça s'appelle Dragon Girls. Donc non, ce sera que des jeunes filles, que des héroïnes, avec chacune une personnalité différente, donc un dragon différent, donc un pouvoir différent, voilà. C'est très changeant, c'est plutôt pas mal, mais il faut pas tous les lire d'affilée parce que ça risque de vous dégoûter, parce que c'est quand même assez répétitif. Voilà, le personnage change, mais au final, le schéma narratif ne change pas. Ensuite, j'ai lu Snow, donc, qui est le tome 3 des Aventures au refuge de la SPA. Donc, c'était le seul de ma collection que je n'avais pas lu. Je les ai tous lus pour l'instant. Et donc, celui-là m'a vraiment crevé le cœur parce qu'on va suivre Snow, qui est un lapin qui va se faire abandonner sciemment, vraiment... parce qu'elle ronge les fils, parce qu'elle fait pipi et caca partout. Et elle va se faire abandonner dans ce refuge. On va suivre tout son parcours dans ce refuge. Ça va être très très dur pour elle, donc ça m'a fait vraiment un gros passement au cœur, parce que moi je pense forcément à Cham ou à Poupie, les deux lapins qu'on a, et je me dis que jamais, mais jamais de la vie on pourrait faire ça. Et pourtant, Dieu sait que Cham nous fait des conneries, mais tout le temps, il nous ronge plein de trucs. Mais c'est de notre faute aussi, si on laisse traîner, forcément il va ronger, ou des trucs comme ça, ou si on veut pas qu'il ronge les fils, on a mis des gaines partout, on fait en sorte qu'il puisse pas aller derrière les trucs, tout ça, ça va de l'éducation, et pour moi je trouvais ça invraisemblable que quand quelqu'un prend un lapin, ne prenne pas conscience qu'un lapin ça s'éduque, c'est pas juste un lapin que tu fous dans une cage et que tu laisses vivre comme ça, non. Avec Poupie et Cham, on n'a jamais fait ça, ils ont toujours été en liberté, même si ça nous faisait des catas, rien que quand on a déménagé dans notre nouvelle maison, Cham, pendant une semaine, il pissait dans le lit, toute la nuit, tous les soirs, il pissait dans le lit, donc tous les soirs, on devait changer les draps, les laver, machin, puis au final, en voyant que ça passait pas, on a fait comme avec les gamins, pendant une semaine, il avait plus le droit de venir dans notre chambre. Et au final, ça y est, c'est fini. Il a compris que c'était pas son territoire, qu'il avait pas à faire ça, et que s'il faisait ça, il avait plus le droit de dormir avec nous. Et puis là, ça va faire un mois depuis qu'on est revenu de Paris qu'il ne fait plus dans le lit. Il vient dans le lit, il vient faire des gâtés, machin, mais il va se coucher sur son tapis en dessous du lit, et puis voilà. Donc voilà, c'est vraiment une question d'éducation, et avant d'éduquer les animaux, il faut s'éduquer soi-même. Et voilà, ça m'a vraiment pincé le cœur de... C'est de la fiction, mais ça existe, c'est vraiment super récurrent que des lapins se fassent abandonner.
il trouve qu'en fait, ben non, si tu veux un lapin heureux, eh ben oui, il faut que tu le mettes en liberté, il faut que tu lui achètes de la bonne bouffe, il faut que tu lui donnes des légumes frais. Enfin, c'est vraiment un engagement, c'est comme un enfant. C'est vraiment comme un enfant. C'est pour ça que nous, on dit Cham, c'est notre premier fils, parce que c'est vraiment un engagement. Tu l'emmènes au docteur, tu lui prends de la bouffe fraîche, tu lui prends des légumes frais, tu lui changes sa litière, tu lui laves son tapis, enfin voilà, tu t'en occupes, quoi. C'est vraiment un boulot tous les jours. Voilà, ce matin, là, on est dimanche, mon mari, il a dû aller faire 40 minutes de route pour aller chercher ses graines. Voilà, c'est pas... il faut s'en occuper vraiment, réellement. Donc, voilà. Je crois que c'est mon tome préféré. Par attachement de mon Cham Cham, c'est mon tome vraiment préféré. Il va y avoir un furet qui va être là aussi, qui va tenir comparé à Snow, donc c'était pas non plus triste tout du long, mais c'est vrai que le début est assez dur à encaisser parce que voilà, c'est vraiment très triste. Et puis, un lapin c'est grégaire, c'est-à-dire qu'il est censé être avec d'autres animaux, ou pas forcément, il faut qu'il y ait aussi du contact humain. Il a besoin de chaleur humaine, il a besoin d'interaction. Cham, il est tout seul à la maison. Mais il a toujours été tout seul, mais parce que on est vraiment super attaché à lui, c'est comme si on faisait partie de sa horde, quoi. Enfin, il fait partie intégrante de la famille, donc c'est tous les matins, il vient quand on se réveille, il vient sur le lit, on lui fait des papouilles, avant de se coucher, on lui fait des papouilles, c'est quand on est en bas avec lui, où il nous suit de partout, vraiment, là où on est, chamilier, quand on va se coucher, quand on va faire la sieste, il est avec nous, enfin, vraiment, il fait partie intégrante de la famille. Donc, ce lapin, il est tout seul, mais il est vraiment très bien choyé ici. Même des fois, je suis même sûre que quand on part un week-end, il est très content d'être tout seul, parce que parfois, on est peut-être trop sur lui, aller faire des papouilles et tout, mais bon, il se fait comprendre. Hein. Quand il veut plus, un petit coup de patte, un petit coup de dent, il sait se faire comprendre. Mais voilà, c'est un tome vraiment super important. Si un jour vous souhaitez prendre un lapin à votre enfant, réfléchissez. Réfléchissez, parce que c'est pas anodin d'abandonner un animal. Ensuite, j'ai lu Vlad, le pire vampire du monde. Celui aussi, je l'avais pris au Montreuil. C'est une trilogie apparemment. C'est très sympa. Ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on connaît sur les vampires, parce que lui déteste tout ce qui fait de lui un vampire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être un enfant normal, aller à l'école, avoir des amis normaux. Voilà, ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on connaît des vampires. Donc j'ai trouvé ça très sympa d'avoir un personnage qui va à contre-courant. Mais dans ce livre-là, on se pose des questions sur est-ce que c'est vraiment un vampire. Et donc, du coup, je pense que je vais me procurer le tome 2 et 3 qui sont facilement possibles de trouver en occasion. Donc, je pense que c'est une petite série que je me continuerai avec grand plaisir. Ça fait du 150 pages, donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, c'est vraiment une très très bonne série que je vous conseille si vous souhaitez des romans. Bon, peut-être que là, pour vous, c'est pas la période, mais pour Halloween, ça peut être très très bien pour vos enfants. Ensuite, là, on va parler uniquement BD. Donc, j'ai lu le tome 1 de Bord de Lune, que j'ai acheté aussi, à Montreuil. Donc là, on est sur une histoire de mythologie. Ça va être deux demi-sœurs d'une famille recomposée qui, au début, ne peuvent pas se blairer, donc ils ont une relation très compliquée. Puis au final, elles vont se retrouver toutes les deux embarquées dans une aventure fantastique, parce qu'elles vont ouvrir un livre qu'il ne fallait peut-être pas ouvrir. Et quand elles ont ouvert ce livre, en fait, toutes les créatures mythologiques, tous les mythes se sont échappés de ce bouquin, et elles vont devoir, une après l'autre, les remettre dans le livre. C'était sympa, mais c'est vrai que ça arrivait trop vite, enfin bon, c'était un petit peu trop rapide. Les BD longues, ça se fait maintenant, hein, donc on pourrait facilement rajouter à une BD de 63 pages, on peut facilement rajouter 15 pages pour étoffer un peu plus l'histoire, sans que ça fasse une BD trop longue. Mais bon, c'est un tome 1 qui s'appelle Deux Gardiennes, donc j'ai bon espoir que le tome 2 soit un peu plus étoffé. Voilà, j'espère que le tome 2 sortira en 2025. Ensuite, j'ai lu Fortuna, La demeure de passage. Donc, c'était une BD que j'avais déjà empruntée, mais que j'avais reposée, parce que je sais plus, j'étais peut-être pas dans le mood. J'ai énormément adoré cette histoire, Fortuna. Et donc, du coup, j'ai pu m'acheter le tome 2 d'occasion sur Gibert. Je pense que je vais le recevoir en courant janvier. J'ai beaucoup aimé, je sais que c'est un tome 3. Enfin, il y a 3 tomes, je crois. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un peu dans la même vibe que Les Sorcières de Brooklyn. Les Sorcières de Brooklyn, j'ai lu aussi les 2 premiers tomes, et en même temps que celui-là, je me suis acheté le tome 3 parce que je le trouvais nulle part. Donc c'est une histoire de sorcières, de jeunes sorcières, avec 3 héroïnes totalement différentes, qui vont avoir 3 magies différentes à développer. Et on va plus se focaliser
sur cette personnage-là, parce qu'elle va avoir un certain point sur les épaules engendré par ses parents, qui va faire que va y avoir quelques bêtises de fait dans ce livre-là, et les copines vont être là pour l'aider. Voilà, c'est vraiment une histoire de magie que j'aime beaucoup, le style que j'aime beaucoup. Va y avoir donc de la démonologie, de la divination et de l'herboristerie. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mais voilà, c'est vraiment très très sympa. Vraiment très très sympa comme histoire. J'aime beaucoup et du coup, j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de l'agence Pendergast. Donc, normalement, c'est une série de romans. Les romans, il y en a déjà 5. J'avais pas envie de lire les romans, les BD me plaisaient bien. En plus, le tome 2 sort en février. Donc, je l'ai précommandé. En BD, ça passe très très bien. On est sur une agence qui chasse le paranormal avec des planches qui sont vraiment très sympas, des personnages qui sortent un peu du commun. Voilà, c'est très très sympa. Très très sympa. On a des gorgones. Ça va être une agence un petit peu qui va faire la régulation des créatures fantastiques. Là, pour le coup, c'était à Londres ou à New York. New York, en 1893. Le tome 2, je sais pas comment ça va se passer. J'ai rien lu. Je me laisserai porter par l'histoire quand je l'aurai entre les mains. Ensuite, j'ai lu Au Chant des Grenouilles, le tome 2. Donc là, c'est vraiment la petite histoire mignonne qui fait très plaisir. Pendant l'automne et l'hiver, ça va être donc du coup les petits animaux de la forêt qui se sont inscrits pour faire le meilleur gâteau de la forêt. Là, le tome 2 a été beaucoup plus étoffé que le tome 1. Et là, il va y avoir vraiment une histoire autour d'un gâteau, autour d'un empoisonnement. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Il y a de très très belles planches comme vous pouvez le voir là. Voilà, c'est vraiment une histoire très sympa. Le tome 2 appelle à un tome 3 vraiment génial. Donc, j'ai vraiment super hâte d'avoir un tome 3. Et à la fin, vous avez une superbe carte comme ceci. Voilà, c'est vraiment une très très belle BD. Je suis très contente du coup d'avoir les 2 tomes ici. Et puis, vraiment, c'est génial. Les personnages sont très mignons. On a tous les animaux. Donc, on a même une araignée. Voilà, c'est très sympa. Vous voyez ? Voilà, là, il y a tous les personnages. Là, voilà, c'est vraiment une très très belle BD. Qui mérite d'être connu. Ensuite, j'ai lu le tome 2 d'Ophélia et les Abysses. Le tome 1 m'avait énormément plu. Le tome 2 m'a beaucoup plu aussi. Là, on va parler plus de l'enfermement des bêtes dans un aquarium. Donc, ça va parler de la maltraitance des animaux dans les aquariums. Il va y avoir une recherche de liberté. Très sympa. Il est beaucoup plus court que le premier. Mais je suis très contente parce qu'il va y avoir un tome 3 que j'ai précommandé aussi en janvier. Et donc, voilà, je suis très contente. C'est chez Jungle aussi. Donc, c'est le même format de BD que j'adore chez eux. Je pense que je vais tous me les prendre parce qu'ils sont vraiment géniaux. C'est dans cette collection qui est sortie Adorable Démon. C'est une BD qui a fait énormément parler d'elle aussi. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 3. C'est un style graphique un petit peu particulier, pas celui dont j'ai l'habitude. Mais l'histoire est vraiment super intéressante. Et au final, on s'habitue très vite au graphisme et on se rend compte que le graphisme correspond, ma foi, plutôt bien à l'histoire. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Vraiment super, avec un kraken. Vraiment pas mal de choses. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de voir ce que propose le tome 3. Ensuite, j'ai lu Brume, le tome 3. J'ai pas les tomes 1 et 2 à la maison, mais c'est que ça se faisait tarder, personne ne l'avait en bibliothèque, donc j'en ai eu marre. Et puis voilà, ça faisait partie des craquages que j'ai eu à la librairie jeudi. Donc j'ai lu le tome 3. Le tome 2 avait été une petite déception parce que pour moi, dans le tome 2, il ne se passe rien. Voilà. Autant d'attente pour un tome 2 où il ne se passe rien, c'était vraiment très dommage. Par contre, celui-là m'a vraiment surprise parce que il y avait tout ce qu'il fallait. Vraiment très très contente de ce final. On a appris énormément de choses. Je ne sais pas s'il va y avoir un tome 4. Mais j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Vraiment, comparé au tome 2, ça n'a rien à voir. Là, on a de l'aventure, on a des découvertes, on a des révélations, on a de l'humour. Vraiment, il y a vraiment plein de choses. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce retournement de situation. Et je l'ai trouvé, ma foi, bien trouvé et très poétique. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Avant-dernière, on a lu avec mon mari la BD de l'Avent. Donc, je lui avais offerte parce que monsieur lit énormément de BD. Donc, j'allais pas lui acheter un roman de l'Avent. Les romans de l'Avent, c'était pour moi. Donc, du coup, je lui ai pris la BD de l'Avent. Et parfois, je devais le faire un peu la chasse parce que je voulais moi aussi lire les BD. Mais c'était très sympa comme format. Donc, du coup, chaque jour était une nouvelle BD. C'est pas une BD qui se suit en entièreté. Chaque chapitre
Donc chaque jour, c'est un nouveau scénariste et un nouveau illustrateur qu'on découvre. Donc je trouve que c'est un parfait moyen de vraiment se faire une idée sur ce qu'on aime ou pas en matière de graphisme et en matière de scénario. On a autant des BD très différentes, avec un style graphique très différent, on a de la BD historique, de la BD fantastique, de la BD romantique. Il y a vraiment de tous les genres. Je pense que c'est un fabuleux moyen, un fabuleux panel de ce qui se fait en BD. Jeunesse, on dirait plus, que adulte. Hein. Mais voilà, il y a vraiment de tout style graphique, de tout style d'humour, de tout style de bulles, de texte. Enfin, c'est vraiment super riche et je trouve ça vraiment formidable de faire ça. Vous voyez, on passe d'un style graphique vraiment totalement différent d'une page à l'autre, quoi. Et je trouve ça super bien de faire notre propre culture, de savoir ce qu'on aime ou pas. Et voilà, franchement, je trouve ce concept vraiment génial. Je suis très contente qu'ils aient eu cette idée. Et donc, du coup, ils ont déjà annoncé que Noël prochain, il y aurait aussi une BD de l'Avent. Donc, pour sûr, je l'achèterai aussi à mon mari parce que lui aussi, il avait bien aimé. Il n'a pas aimé toutes les BD, comme je n'ai pas aimé toutes les BD, parce que, comme je disais, par exemple, celle-là, moi, niveau graphique, j'aime pas du tout, alors que mon mari, ça le dérangeait pas. Donc voilà, les goûts et les couleurs sont différentes, et du coup, on avait des avis divergents sur les BD, et du coup, c'était super intéressant. Vraiment. Très très bien. Voilà, c'était vraiment une richesse pour, au final, que 22 €, alors que vous voyez, il y a à peu près 24 auteurs et illustrateurs différents. Donc voilà, vraiment très très sympa. Ensuite, dernière BD, j'ai lu Les Enfants de l'Arbre, Un autre monde, donc c'est le tome 1, on est sur une dystopie écologique, parce que après un grand chamboulement climatique, une partie de la population vit en harmonie avec la nature et vit surtout en harmonie avec les arbres. Tout va tourner autour des arbres. Donc c'était là aussi très pas mal. On va dire pas très bien. C'était pas mal. J'attends de voir ce que donne le tome 2. J'ai précommandé le tome 2 aussi qui sort en février ou en mars, je sais plus, pour me faire vraiment un avis sur cette série. C'est un bon premier tome avec énormément de choses, mais peut-être justement trop de choses. Donc, à voir ce que donne le tome 2. Voilà, pour vraiment en avoir un avis plus complet. Si vous aimez un petit peu, ça fait un petit peu penser à des séries futuristes aussi, où ils sont une nouvelle communauté, en accord avec la nature ou quoi. Je crois que ça me fait penser à une série, ça s'appelle Eden, je crois, où il y a en fait, c'est une colonisation qui se fait sur ou alors c'est Terra, je crois. Terra Nova, voilà, c'est Terra Nova. Une série que j'avais beaucoup aimée à l'époque, où justement, chaque plusieurs années, je sais plus combien, une nouvelle colonie peut arriver sur la nouvelle Terre, etc. Enfin bon, c'est un peu dans le même style. On a la communauté qui vit dans l'arbre et une communauté qui vit dans un monde encore catastrophé. Donc voilà, c'était pas mal, mais j'attends de voir le tome 2, ce que ça donne. Et je vous ai dit le dernier, mais c'est pas le dernier, parce que j'ai lu du coup une BD qui était empruntée, c'était le tome 3 d'Amelia Woods. Le tome 2 était un petit peu bof, parce qu'on nous disait énormément de choses, ça n'avait pas forcément de rapport avec le premier tome, c'est comme si on recommençait une nouvelle histoire. Alors que là, le tome 3, c'est entre deux, parce que c'est pas forcément... C'est la suite du tome 2, mais on revient surtout en arrière, parce que du coup, Amelia, via le carnet de sa mère, va retourner dans le passé de sa mère. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, on comprend le lien de cause à effet entre elle et sa tante. Pourquoi il y a la guerre entre les deux, qu'est-ce qu'a fait sa tante, qu'est-ce qui a poussé sa tante à faire autant de mauvaises choses, qu'est-ce qui est arrivé à sa mère, à Amelia. Donc voilà, c'était vraiment plutôt pas mal au niveau de la richesse de l'histoire. Au niveau de l'action, il n'y a pas énormément de choses, il me semble. Mais je sais pas s'il y aura un tome 4 ou quoi, mais bon, c'était plutôt pas mal. Voilà. C'était mieux que le tome 3, mais c'était pas non plus la meilleure BD que j'ai lue. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez eu les avis sur tout ce que j'ai lu. En tout cas, j'ai parlé de tous les livres. Je vous dis du coup à bientôt. Normalement, la prochaine vidéo que vous verrez après celle-là, ça sera le bilan 2024. Là, on fera vraiment le bilan sur combien de livres j'ai lus, comment ça s'est départagé, la moyenne par mois, etc., etc. La fameuse vidéo bilan que tout le monde fait. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et je vous dis je viens déjà de le dire, je vous fais plein de gros bisous.